Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à mon deuxième épisode de podcast Visite Libre. La dernière fois, on cherchait des noms, on demandait des inspirations aux gens pour trouver un nom. Mais Visite Libre a été le winner. Alors aujourd'hui, à Visite Libre, un énorme bonheur que j'ai à recevoir mon invité. On va parler d'un sujet qui a tellement d'informations à ce sujet-là, mais qui est tellement essentiel puis utile à une transaction. On va répondre. En fait, on accueille un inspecteur en bâtiment, Jean-François Prandy, Inspection FM. Merci d'être là, Jeff. Merci à toi de m'avoir invité, man. Ça fait plaisir. Écoute, on va répondre aux questions les plus demandées pendant une inspection. Quoi regarder pendant les inspections, justement. Puis, j'ai demandé à JF de préparer ses pires histoires ses pires inspections. J'ai demandé de ne pas me les dire, comme ça, on va les apprendre ensemble aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, JF, merci d'être là. Comment tu te sens? Un peu nerveux, c'est ma première fois à un podcast, mais c'est un sujet que j'adore, l'inspection, fait que ça risque, puis l'immobilier en général, donc ça risque de bien se passer. C'est un sujet qu'on... On va avoir du fun, c'est sûr. On va sortir le plus beau podcast de l'histoire. On va essayer. Énormément de pression. Mais non, il semblait que toi, dans le fond, ça fait 10 ans que tu es inspecteur chez Inspection FM. Exact. Moi, j'ai gradué en 2011 du Collège Montmorency en inspection de bâtiment. C'est là que j'ai rencontré mon partner Firas Mansour. Puis on s'est tout de suite bien entendu à l'école. Puis on s'est associé là, en sortant de l'école. Puis il avait déjà fondé, lui, Inspection FM là, pendant notre cours. Donc ça fait 2011, gradué en 2011, 2023, ça fait 12 ans. 12 ans, Colin. 12 ans que je suis diplômé. Les 2 premières années, je dois avouer, en sortant de l'école, j'étais pas à temps plein dans l'inspection. Ouais, c'était en construction. Exactement. Je faisais de la rénovation, je faisais de la démolition. Ce qui m'apprenait aussi beaucoup à la théorie que j'avais appris en classe. Je pouvais la voir sur le terrain, surtout en démolition à Montréal. J'ai fait beaucoup de démolitions à Montréal, des vieux bâtiments qui sont pas nécessairement construits comme les bâtiments qu'on voit aujourd'hui sur la Rive-Nord, mettons, là, vu que moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal, dans les Laurentides. Je pense. Ouais, exact. Fait que ça m'a permis de voir des plus vieux bâtiments, des techniques de construction de l'époque, des matériaux de l'époque. Fait que j'ai beaucoup appris, justement, en faisant de la rénovation. C'est cool, ça, parce que ça t'a donné un énorme background. Exact. Pour quand tu fais des inspections, tu t'y connais en construction, pas juste... exact. Je pense que c'est important d'avoir un certain... pas que c'est important. C'est essentiel dans le métier d'inspecteur en bâtiment d'avoir des connaissances sur... les bâtiments en général. C'est sûr que des bâtiments qui sortent un peu plus de l'ordinaire ou qui sont un peu plus vieux, ça nécessite peut-être un peu plus de temps pour apprendre à les connaître et savoir surtout en inspection quoi regarder. J'ai aussi beaucoup fait des toitures, moi, en étant un peu plus jeune, avec des amis à moi qui sont devenus des amis ou des amis proches qui m'ont appris justement les rouages. Là, moi, je me considère... c'est une de mes forces. Les toitures là, en inspection, c'est une de mes forces. L'entretoit, aller voir là-dedans. Exactement. La structure, les types de toits, le bardeau, les membranes élastomères, c'est ce genre de choses-là. Fait que j'ai un bon background. Puis ça ressemble à ça. J'ai travaillé en rénovation pendant que je faisais l'inspection en temps partiel. Puis ça fait un bon 9 ans là, qu'on est à temps plein. On est rendu 5 inspecteurs dans notre équipe. On a même une adjointe maintenant qui nous aide à gérer tout ça. C'est bon. C'est un beau problème, là. Ouais. Avoir trop d'inspections. Ouais, on a beaucoup d'inspections, on a beaucoup d'inspecteurs. On est capable de gérer un bon secteur, une grosse, pas une grande surface, mais une grande région. Là, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Laval. Puis justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puis d'avoir des questions un peu plus précises, ça consiste à... C'est quoi une inspection? Ça consiste à quoi? C'est quand est-ce qu'on fait ça? Ça sert à quoi? Une inspection, habituellement, le gros de notre business, nous, l'inspection, c'est l'inspection pré-achat. Lorsqu'une offre d'achat sur une propriété, c'est souvent une des conditions que les courtiers mettent avec leur acheteur, l'inspection de bâtiment. On recommande surtout. Là, on recommande surtout. C'est une très bonne idée de recommander ça parce que c'est important. Souvent, c'est l'investissement le plus dispendieux d'une vie. Donc, c'est important L'inspection, c'est de faire un tour général du bâtiment, à savoir dans quel état est notre bâtiment. Puis, à savoir aussi les priorités est-ce qu'on a des choses à corriger ou améliorer. Tu t'es approché du micro, peut-être? Si on a des choses à corriger ou améliorer à court terme
si on a des choses aussi à améliorer à moyen terme et à long terme. Avec un bon bilan de santé du produit que tu achètes. Exactement. Puis l'inspection vient avec un rapport d'inspection qui va détailler justement tout ce qu'on va avoir observé durant notre visite sur les problématiques ou l'aspect général du bâtiment qui va être écrit dans un rapport qu'on va remettre à nos clients qui vont avoir ce document-là pour prendre justement une décision de la suite des choses selon l'offre d'achat qu'ils ont faite. Selon les travaux qu'il y a à faire, est-ce qu'on fait une baisse de prix, est-ce qu'on demande aux vendeurs de le réparer. Pour ça, je dis c'est tellement utile parce que des acheteurs, c'est pas tous du monde en construction, c'est pas tous des électriciens, plombiers ou peu importe. Fait qu'il y a tellement de choses à regarder que on fait une offre, puis après ça, on fait l'inspection. J'ai des gens qui demandent on va faire l'inspection en même temps que la visite. Mais là, attends, là, tu vas payer, je sais pas combien, 700-800$ pour une visite. Attends, on va rendre l'offre conditionnelle à la visite. Ouais, parce que je pense que le prix est souvent le point culminant de l'entente entre un vendeur et un acheteur. Là. Fait que c'est surtout ça qu'il faut d'abord... C'est surtout que toi, t'es le moins cher de la transaction. Là. En plus. L'inspecteur. Comparativement au courtier ou au notaire, l'inspecteur est souvent la dépense la moins dispendieuse. On est tous utiles. Oui, mais l'inspecteur est le moins cher. Exactement. En espérant réussir à rejoindre les notaires ou les courtiers prochainement. Mais... Y a-tu un meilleur moment pour faire l'inspecter? Les gens ils disent hiver, été, quand il pleut, ça fait une différence? L'hiver, ça fait une différence. L'hiver, là, il y a certaines limitations vu notre climat, bien entendu. Là. La neige nous donne certaines limitations concernant, mettons, les toitures, les fondations, les balcons, certains trucs, des fois, qu'en hiver, malheureusement, on peut pas vérifier leur état, voir dans quel état c'est. Le reste de ça, automne, printemps, été, c'est toujours un bon temps pour faire une inspection. L'hiver, par contre, je dois dire, il y a certaines certains points. J'allais dire qualité là, à faire une inspection, pas qualité, mais non, avantage. Il y a certains avantages à faire une inspection en hiver, dont nous, on utilise des caméras thermiques lors de nos inspections. Donc, en hiver, on a un bon différentiel de température entre l'intérieur de notre bâtiment et l'extérieur. Donc, ça nous donne des images très précises sur l'isolation de nos murs extérieurs, de notre entretoit. Perte de chaleur. Exactement. Manque d'isolant, infiltration d'air froid. Fait qu'en hiver, ça, on le voit très bien. Ce qu'en été, on voit moins bien. Quand il fait 20 à l'intérieur d'un bâtiment puis qu'il fait 22 dehors, j'ai pas une assez grande différence de température pour avoir une image claire avec ma caméra thermique. Chaque saison, ils ont un avantage. Mais c'est ça. J'ai fait les inspections quand il pleut. Souvent, les gens me disent « Ah, c'est une drôle de temps pour faire une inspection. » Je dis « Drôle de temps peut-être, mais moi, je suis bien équipé quand je fais mes inspections, donc ça me dérange pas quand il pleut. » Puis on a aussi des réponses à certaines questions de « Notre toit, il coule-tu? » On va le savoir aujourd'hui. On va le savoir si notre toit, il coule, vu qu'il mouille à Asio. Quand on va aller dans l'entretoit, on va pouvoir, si ça coule, on va le voir direct. Fait que peu importe le moment, dans le fond, c'est le bon moment d'inspecter. Là. Ouais, le bon moment d'inspecter, c'est quand ton offre d'achat est faite. Puis que c'est ça. Tu t'es entendu avec le vendeur, puis là, c'est le temps d'inspecter. C'est toujours un bon moment. Tu disais que tu as beaucoup d'équipements, d'appareils thermiques. C'est quoi que dans le fond, les équipements les plus utiles qui peuvent te différencier face aux autres inspecteurs? Ben, les plus utiles, c'est sûr qu'avoir une caméra qui prend des photos puis avoir une flashlight, ça, c'est les deux trucs les plus utiles. De ça, il y a d'autres équipements comme les détecteurs d'humidité. Ça, c'est très important même, d'avoir un détecteur d'humidité performant. Nous, on utilise les MR277 de FLIR, qui sont des détecteurs d'humidité très, très performants, très sensibles. On utilise aussi, nous, comme je te disais tantôt, les caméras thermiques. On utilise ça du côté intérieur du bâtiment. On vérifie justement notre isolation. On vérifie aussi nos chauffages. On vérifie la température des thermostats. On vérifie les températures des disjoncteurs dans les panneaux. C'est tellement utile, ces petits appareils-là, parce qu'à l'intérieur du mur, j'ai déjà vu planter un petit truc dans le bas du mur là, pour voir l'humidité derrière le mur. Exact. Je trouve que c'est nice là, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas voir. Là. Ouais. Ben ça, il me faut l'accord du propriétaire. Là. Comme tu te souviens, j'avais demandé son accord parce que mon détecteur d'humidité, c'est un détecteur de surface qu'on peut juste passer sur la surface, mais j'ai aussi une sonde que je peux piquer le matériel
le matériel pour valider son pourcentage d'humidité. Puis justement, si ma mémoire est bonne, là, il y avait une fissure de fondation du côté extérieur qui semblait être réparée selon la DV. Puis là, on a fait des petites vérifications, puis turns out qu'il y avait un peu plus d'humidité que prévu. Fait que en même temps, est-ce que c'était ça? Bon, on sait pas, mais ton outil aide à peut-être aller pousser un peu plus loin, voir vraiment ça a permis à la cliente acheteuse d'éviter une mauvaise surprise, puis d'approfondir un peu plus la situation pour savoir c'est quoi le dommage qui est présent, puis c'est quoi la solution à notre problème. Parce que Puis là, ça permet de faire, justement, elle a fait une soumission, puis elle a pu réparer avec, je pense que c'était 2000$. Là. Fait que ça peut sauver beaucoup de surprises. Est-ce que ça peut autant sauver... Mais en fait, ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut sauver autant de surprises dans la pré-vente? Les vendeurs qui disent « Je veux mettre ma maison en vente, je vais faire une inspection pré-vente. » Ben moi, je pense que oui. Parce que, corrige-moi si je me trompe, souvent, lorsqu'on fait des inspections suite à des offres d'achat acceptées, puis qu'il y a des choses qui sortent à l'inspection, il y a souvent renégociation de prix. Est-ce que je me trompe? Ça arrive. Je confirme. Ça arrive, ça. Donc, en faisant une inspection pré-vente, donc quand c'est le vendeur qui m'engage pour inspecter sa propriété, ça nous permet justement de sortir le pedigree du bâtiment, savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi les défauts qu'il faudrait corriger. Ça permet aussi des fois au vendeur de corriger certains petits points avant de la mettre en vente, qui éviterait une négociation de prix suite à une inspection par l'acheteur. Ça protège les deux parties, là. Autant l'acheteur qui s'en vient puis qui sait à quoi s'attendre, qui sait qu'il y a déjà eu une inspection, fait que c'est plus rassurant de voir vraiment c'est quoi les réparations qu'il y a à faire éventuellement. Autant le vendeur qui ne se fera pas négocier, rendu à l'inspection, mais là, il y a telle chose. Si tu as acheté en connaissance de cause, tu le savais, il y avait un rapport. Fait que je pense que ça protège les deux parties. Je pense aussi. Fait que c'est une bonne option pour autant les vendeurs, acheteurs, inspection pré-achat, pré-vente. Même si tu connais bien ton bâtiment, là, mettons l'entretoit, c'est pas des endroits où les gens y vont régulièrement. Même si nous, en tant qu'inspecteur, on recommande toujours à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil à son entretoit une fois par année. Très peu de gens le font. Fait que même si tu dis « Ah non, ma maison est correcte », un inspecteur là, qui est qualifié va quand même faire un tour puis te sortir quand même des petits points qui pourraient être toujours place à amélioration. Surtout, tu sais, l'entretoit, là, on skip l'ordre, mais c'est pas grave. L'entretoit, souvent, la maison peut être toute parfaite, puis l'inspecteur rentre dans l'entretoit, là, il manque d'isolant, moisissure, il manque de ventilation. C'est souvent ça qui se passe dans l'entretoit. Fait que c'est comme le moment que, tu sais, quand l'inspecteur rentre dans l'entretoit, on est comme, on sait pas trop qu'est-ce qu'il va dire quand il va revenir. Ça arrive. J'utiliserais pas le mot souvent, parce que je voudrais pas faire peur au monde que le rentre-toit mais ça arrive. Puis ce qui est dommage, comme tu dis, c'est quand une inspection se passe relativement bien, qu'il n'y a pas grand-chose qui est déclaré, que des petites améliorations par-ci par-là. Des fois, on va dans l'entretoit, puis là, on a des surprises un peu plus du genre une infiltration d'eau, il y a de l'eau qui rentre, il y a de l'isolant mouillé, il y a de la moisissure. Il y a un nid d'abeilles gros de même, il y a des chauves-souris. Tu t'es déjà fait piquer dans une inspection? Non, je me suis jamais fait piquer par des abeilles, mais j'ai déjà trouvé un nid d'abeilles impressionnant. Là. Abeille, c'est moins épais, abeille que. Ben, je dis abeille, je suis pas allé voir si c'était guêpe, abeille, thon. Mais t'es pas aventuré là-dedans. Non, mais je pense que c'était pas abeille, parce qu'abeille, ça fait, je pense, des alvéoles avec du miel. Ouais. Je pense que c'était plus guêpe, là. C'était gris, tu sais, les genres de nids ronds là, qu'on voit dans les corniches souvent, là. Fait que je pense que c'est les guêpes. C'est plus jaune que abeille, c'est peut-être un peu plus brun, là. Ou, en tout cas, je suis pas allé cogner voir c'était quelle sorte, mais c'était... Un petit échantillon. C'était impressionnant comme grosseur de nid, là, dans le grenier. Ah ouais, Caroline. Ah ouais. C'est rassurant pour un inspecteur. Je te dis... Hein? Comme ça, là. Ah ouais. Que j'ai vu ça... Puis j'ai pas marché longtemps, là. J'ai pris mes photos, puis je suis ressorti, puis j'ai averti le propriétaire. Le propriétaire avait aucune idée de la situation. C'est souvent ça, là. On n'a aucune idée de c'est quoi dans notre entretoit. Exact. Mais t'as-tu pu finir au moins l'inspection dans l'entretoit ou ça... Oui. J'ai réussi à... J'ai regardé s'il y avait de l'activité. C'était pas trop... C'était pas trop actif, là. J'ai vu quelques petits insectes, là, mais... Pas fini à l'hôpital. Non. 18 piqûres. Non. Puis quand je vais dans l'entretoit, comme tu m'as déjà vu, là, moi je suis équipé d'une chienne complète, là, un Tyvek qu'on appelle, c'est la marque, là, c'est genre de truc de peintre là, avec un capuchon, puis je mets un masque, puis
Fait que... Ça, le masque, même si, mettons, c'est pour l'amiante, j'imagine? Non, le masque, c'est pour protéger les particules, protéger mes poumons des particules fines là, quand je marche dans un entretoit. Exact. La laine, la cellulose, le papier recyclé. Ça aide aussi. Moi, j'ai un type de masque avec des cartouches qui filtrent les fines particules que s'il y avait de l'amiante dans l'isolant, ça rentrerait pas dans mes poumons, mais c'est pour protéger mes poumons. OK. Jeff, toi, t'es inspecteur en bâtiment acheté sans inspection. On voyait ça souvent pendant la pandémie. Les gens enlevaient cette condition-là en offre multiple pour rendre leur offre plus attrayante. T'en penses quoi de ça? Écoute. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit. Moi, j'achèterais pas sans inspection. Même un bâtiment neuf, un bâtiment qui est pas très âgé ou encore un bâtiment qui est assez âgé. Mais encore là, toi, tu l'as vu souvent parce que tu es dans le domaine de faire l'offre puis comparer des offres. Nous, pendant la pandémie, on a eu quand même beaucoup d'inspections, on a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de transactions. Fait qu'il y a quand même des gens qui faisaient inspecter, mais c'est sûr que moi, je recommande toujours de faire une inspection. J'achèterais pas un auto, moi, sans l'inspecter. Fait que j'achèterais encore moins une maison sans l'inspecter. Même si on a certaines connaissances en construction, c'est préférable de faire affaire avec un inspecteur généraliste qui va faire un bon tour, un bon test de tous les systèmes électriques, de chauffage, de plomberie. Surtout que, tu sais, une visite, là, surtout en offre multiple, pendant la pandémie, c'était des visites de 15 minutes. Là. En plus. En 15 minutes, t'as pas le temps de tout voir. Là. Fait que c'est au moins. T'avais juste 15 minutes de. Il y a un moment là, que c'était samedi, dimanche. Trop de monde qui voulait visiter. Puis des fois, il y avait 2 en même temps. Fait que là, c'était le bordel. Là. Comment que tu veux vraiment regarder comme du monde, c'est quoi la fondation, l'entretoit, tu vas pas là-dedans là, pendant la visite? Là? Non. 15 minutes, c'est pas beaucoup pour non, là, c'est t'imprégner des lieux puis dire je vais vivre ici peut-être. Puis Ah non, vraiment pas. Là. Mais là, tu sais, au moins, c'est rendu un petit peu moins pire. Des fois, la plupart du temps, c'est 30 minutes. Des fois, il y a même des deuxièmes visites. Fait que là, tu sais, c'est un peu plus fair. Là. Mais tu sais, acheter sans inspection pour avoir visité 15 minutes. Moi, j'ai toujours recommandé l'inspection, puis je vais toujours la recommander là, parce que c'est tellement essentiel. On peut ça va nous éviter des mauvaises surprises, ça va nous donner un bilan de santé de qu'est-ce qu'on achète, d'avoir une tranquillité d'esprit. Je pense que c'est le minimum, là, l'inspection. Je pense aussi. C'est comme avoir un bon courtier. Et voilà. C'est le minimum. Pas moi qui le dis, là. Non, mais les courtiers ont souvent... pas souvent, mais les courtiers ont des fois mauvaise presse. Ouais. Parce que c'est souvent les histoires mauvaises qui sortent dans la presse, c'est les mauvaises histoires. Mais moi, c'est pas le feeling que j'ai sur le terrain. Moi, les courtiers avec qui je travaille, que je collabore, que je vois régulièrement, la plupart, c'est des courtiers professionnels. Ils prennent ça à cœur. Ils font un bon travail pour leurs clients, soit qui représentent les vendeurs ou qui représentent des acheteurs. Moi, j'ai pas ce feeling-là de gentil. Merci de courtier de mauvaise presse parce que c'est ça qu'il faut pour rester. Là. C'est des gens qui ont je pense aussi qui donnent un mauvais service, sont pas professionnels, ils resteront pas. Je pense les aussi. courtiers qui ça fait longtemps qu'ils sont là parce qu'ils donnent un bon service. Là. Qui prennent ça à cœur, prennent ça au sérieux. Comme les inspecteurs qui donnent un mauvais service, ils ne seront pas référés. Puis je pense aussi. Non, nous, on prend ça à cœur. Une inspection, là, c'est... Je regarde rarement ma montre, moi, puis en fait, des fois, je la regarde pendant une inspection parce que je veux éviter que ce soit trop long, parce que... Oups, t'es rendu à 3 heures. Je parle tellement, moi, puis j'aime tellement ce que je fais, puis je peux parler de construction d'immobilier, Fait que j'ai... Mais tu fais bien ça, là, des fois, il faut que j'essaye de... Ben oui puis non, là, parce qu'on veut savoir c'est quoi notre maison qu'on achète. Mais je trouve que c'est intéressant que... Parce que toi... Tu as beaucoup d'expertise, mais tu le vulgarises bien. Puis des fois, les termes en construction, il n'y a pas tout le monde qui connaît ça. Là. Fait que tu réussis à bien vulgariser, puis quitte que ça prenne un peu plus de temps. Les gens qui je t'ai référé étaient tous super contents, ils t'ont adoré. Là. C'est gentil. Je travaille sur... C'est ça, bien vulgariser, c'est important parce que justement, on ne sait jamais le background des gens qui achètent. Fait qu'on ne sait pas si le gars a fait de la réno ou le gars est dentiste. C'est pas... Ça, on me demande souvent... c'est une grosse job faire ça? Et puis je dis souvent. C'est moi qui demande ça. Ouais, pour un gars de fissure, réparer une fissure, c'est une grosse job faire ça. Non, si tu demandes à un dentiste réparer une fissure, c'est pas le même challenge pour lui, là, tu sais. Fait que ça dépend du profil. Ouais, du profil de la personne aussi. Puis je dis toujours, à chaque problème, il y a une solution.
Chaque fois qu'il y a une problématique sur un bâtiment, à moins il y a des problématiques très pointues qui sont très difficiles à éradier. Là, mettons une moisissure généralisée sur un bâtiment, là, c'est compliqué. C'est compliqué à éradiquer des fois. Là. Je sens que tu as une histoire pour dire ça. Non, mais c'est que non, mais je pense qu'il y a un type de champignon qu'on appelle la mérule pleureuse, qui est un champignon qui est très difficile à éliminer, qui a souvent tendance à revenir lorsqu'on essaye de la retirer, de la nettoyer. Fait que ça peut devenir un bordel des fois, mais tout le reste... Tout le reste, c'est une fissure de fondation. Même si c'est un problème structurel, qu'un bâtiment est en train de s'affaisser, il y a des solutions. Il faut juste les envisager en termes de coût puis en termes de temps. Là, mais là, justement, dans le fond, on parle des problèmes les plus récurrents puis qu'il y a une solution à tout. Qu'est-ce que tu pourrais... Est-ce quelque chose que tu pourrais regarder pendant les visites pour, justement, mieux gérer tes attentes rendues à l'inspection? Ben, c'est sûr, mais ça dépend de chaque background de chacun. Tu sais, c'est difficile pour moi de dire à quelqu'un qui est dentiste, je peux pas prendre encore un dentiste, là, mais de regarder le panneau électrique. Ouais. Lui, il a aucune idée. Si le gars est électricien, par exemple, je vais recommander, quand tu vas faire ta visite, là, check le panneau, check les prises GFI, check les circuits, check... Tu sais, fait Ouais. Il y a le top 3, si je pouvais décider, mettons, du top 3, moi, je suis un grand... Ben, pas un grand fan, là, mais j'aime bien, moi, que mon extérieur soit étanche. Parce que 90% des problématiques là, viennent de l'eau. Soit de l'eau qui rentre dans notre bâtiment ou soit de l'eau qui coule de nos systèmes de plomberie. Ils disent l'eau est le pire ennemi d'un bâtiment, c'est vrai ça? Oui, exactement. Okay. Parce que l'eau va souvent créer des moisissures, puis ça, on veut pas ça. Fait que mon top 3, là, je dirais la toiture. Ça, c'est important. La structure de notre bâtiment, la fondation, quand je parle de structure. Puis l'autre, je dirais la plomberie. Okay. Ça serait mon top 3 des choses les plus importantes à regarder. Mais faut pas regarder que ces 3 là, par exemple. Là. C'est difficile de dire top 3, là. Mais c'est... Mais c'est là qu'il y a des erreurs les plus fréquentes. Toiture, plomberie, oui. Toiture, ça inclut entre toi? Non. Okay. Je pourrais l'inclure. Oui, je pourrais l'inclure, mais... La toiture, on voit souvent des erreurs d'installation, de la négligence. Des fois, les gens... il y a des très bons couvreurs qui travaillent super bien. Il y en a d'autres, des fois, qui ont appris le métier un peu à la va-vite, puis souvent, les gens, ils vont pas voir sur leur toit une fois la toiture est faite. Là, fait qu'ils voient pas s'il y a des clous visibles, s'il y a des bardeaux de mal installés, s'il manque des membranes, tu sais, c'est là que c'est important de regarder la facture, les réparations. Le devis aussi, l'estimer avec le devis, là, ils vont mettre 3 pieds ou 6 pieds de membrane avant le bardeau. Quel type de bardeau ils vont mettre? Est-ce qu'ils vont mettre des maximums des aérateurs de toit adéquats ou vont réutiliser les mains? En tout cas, fait qu'il y a plusieurs choses à checker sur une toiture qui sont importantes. Puis la toiture, c'est celle qui reçoit l'eau en premier quand il pleut, quand il y a des précipitations. Fait que c'est important que ça soit en parfaite condition tout le temps. Puis y a-tu quelque chose qu'on peut faire régulièrement? Tu dis aller dans l'entretoit régulièrement pour voir s'il n'y a pas justement des problèmes de moisissure, s'il n'y a pas d'infiltration. Y a-tu quelque chose que tu peux faire à part y aller? Y a-tu quelque chose que tu peux faire pour bien entretenir ton toit? Ben oui, il y a un bâtiment en général doit être entretenu au fil du temps. Ça fait qu'il y a une petite pas juste le toit, exact, une petite vérification à faire annuellement, même à chaque saison. Mais tu sais, le toit, les gouttières, il faut que ça soit nettoyé adéquatement. Lorsqu'on a des grandes tempêtes de vent, là, c'est important de jeter un coup d'œil à notre toiture. Je parle des toitures de bardeaux, là. S'assurer que le bardeau, il n'y a pas des sections qui ont arraché. Sûr, dans notre entretoit, c'est bien de vérifier là, que il n'y a pas d'eau qui rentre, que l'isolation n'a pas été déplacée, qu'on n'a pas eu d'insectes ou de petits animaux qui se sont incrustés dans notre entretoit. Des nids d'abeilles, des chauves-souris, des écureuils, des mulots, des souris. Surtout quand on est dans des régions un peu plus rurales où il y a beaucoup de bois, il va y avoir plus d'animaux. Fait que c'est important de s'assurer que dans notre grenier, on n'a pas des locataires qui ne payent pas de loyer. Parce que souvent, ils vont avoir tendance à abîmer notre isolant puis à se faire des nids. Puis,
Fait qu'on veut... On veut pas ça. Non, on veut pas ça. On parlait, tu as mentionné tantôt les fameuses fissures. C'est tellement un sujet qui est controversé que les gens, ils voient une fissure puis... Ça inquiète vite. C'est inquiétant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton explication face à ça? Ben, toute fissure, moi je dis souvent ça à mes clients, que toute fissure comporte un risque d'infiltration d'eau. À moins que ce soit une fissure très très fine de retrait, là, mais habituellement une fissure de fondation comporte un risque d'infiltration d'eau. Et une fissure peut être là depuis 20 ans puis que ça n'a jamais coulé vers l'intérieur parce qu'il y a une multitude de facteurs. S'il n'y a jamais d'eau qui va vers cette fissure-là, on risque de... Puis on a un bon drainage de fondation où la nappe phréatique est basse, on peut ne jamais avoir d'infiltration d'eau. Par contre, en tant qu'inspecteur, nous, on recommande toujours le meilleur des scénarios, c'est de réparer nos fissures de fondation, de s'assurer de colmater ces ouvertures-là pour éviter que l'eau rentre. Parce que plus qu'on la laisse fissurer, plus qu'il y a des risques que l'eau rentre. Exact. Puis il y a aussi le fait aussi que si on a plusieurs fissures de fondation, ça peut être un indice que le bâtiment a déjà bougé. Fissures sur chaque côté. Chaque côté ou sur même en façade ou sur un latéral, ça pourrait montrer qu'un coin c'est détaché un petit peu. Fait que quand on a des fissures qui viennent en duo, en trio, quand on a des fissures qui sont en diagonale, souvent ça c'est des indices qu'il y a eu des mouvements dans le passé ou que peut-être le bâtiment est instable présentement. Fait que c'est toujours préférable là, de faire affaire avec des spécialistes qui vont venir évaluer la situation, à savoir est-ce qu'une simple colmatage de la fissure serait adéquat ou est-ce qu'il faudrait stabiliser la fondation, soit avec des plaques d'acier, soit avec des pieux, et ainsi de suite, pour s'assurer que... C'est vraiment du cas par cas, là. On peut pas juste regarder la fissure et dire c'est ça, that's it. Ben, un professionnel va pouvoir regarder la fissure puis dire c'est ça. OK, mais toi, tu recommandes justement... Ouais, moi, parce que je fais pas de réparation de fissures, mais avec l'expérience que j'ai, je connais les fissures qui sont... des fissures qui sont un signe de mouvement de structure. Mais encore là, moi, je suis pas ingénieur en structure. Fait que je préfère toujours envoyer vers un spécialiste lorsque je vois des indices de mouvement. Là. Mais tu as quand même une certaine expertise. Tu dis fissure de retrait, c'est-à-dire qu'il y a différents types de fissures que tu peux voir à l'œil. Faut-tu creuses? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Souvent, en fait, les bâtiments en plus qu'on a au Québec sont souvent recouverts. En fait, la section hors sol de fondation est souvent recouverte d'un crépi qu'on appelle. Souvent, on a des petites fissures seulement dans le crépi. Puis moi, ce que je recommande souvent à mes clients, lorsqu'on a une fissure dans le crépi, la crépi, c'est une fine couche de béton là, qui est ajoutée sur notre fondation en béton, qui nous donne un esthétisme. Des fois, je recommande à mes clients de creuser sous le niveau du crépi, donc sous le niveau du sol, pour valider si notre fissure, elle se poursuit ou est-ce qu'elle est juste de surface sur notre crépi. Si elle est juste de surface de notre crépi, c'est zéro inquiétant. Là. Mais si la fissure se poursuit sur notre fondation, ça peut ne pas être trop inquiétant, puis une simple réparation, là, un simple colmatage pourrait corriger la situation, puis nous éviter des mauvaises surprises de fuite d'eau vers l'intérieur du bâtiment. Fait que tu t'avances jamais sur les potentielles réparations à faire dans une fissure ou tu peux peut-être un peu guider? Je peux guider, mais je ne m'avance pas sur le prix et sur la technique. Je connais beaucoup de techniques qui sont reconnues et durables, puis que les réparateurs utilisent, puis que c'est fonctionnel. Fait que ça t'aide quand t'en vois une déjà réparée, comme c'est arrivé plein de fois, puis que est-ce qu'elle a bien été réparée, tu vas le voir avec d'autres signes. Exact. Mais moi, j'ai même suivi des spécialistes en réparation de fissures pour voir comment ils réparent une fissure de l'intérieur d'un bâtiment, comment ils réparent une fissure de l'extérieur d'un bâtiment, c'est quoi les matériaux qu'ils utilisent, les produits qu'ils utilisent, la technique appliquée, le temps entre chaque. Fait que moi, j'ai vérifié ça afin de pouvoir guider mes clients un peu mieux puis connaître un peu mieux mon sujet. Là. OK. C'est sûr que ça a dû t'aider pas mal. Là. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que quand tu fais une inspection, tu regardes les anciens rapports d'inspection? Des fois, ça arrive. Quand j'ai accès, ils sont rarement accessibles, là, mais des fois, les courtiers, ils arrivent à creuser un peu puis à les trouver. Ouais, mais c'est surtout, tu sais, sur la DV, par la déclaration du vendeur, on voit qu'il y a une inspection qui a été faite en février, que l'acheteur s'est retiré suite à l'inspection. On va demander ce rapport-là, là, parce qu'on va demander qu'est-ce qui s'est passé. Puis on va rendre ce rapport-là disponible à toi. Est-ce que tu le lis? Est-ce que tu te bases là-dessus pour faire ton inspection? Est-ce que tu peux comparer les problèmes qu'il y avait, mettons, en février à maintenant, voir s'ils ont empiré? C'est exactement ça qui est fait, justement. Quand on a accès à un rapport d'inspection, on valide voir si la situation a évolué depuis l'inspection. Okay. Puis, à savoir aussi, qu'est-ce qui est sorti à l'inspection précédemment,
puis est-ce qu'il y a des choses qui ont été corrigées depuis. Okay. C'est surtout ça aussi que j'essaie de guider mes clients sur le fait de, si on avait une situation d'infiltration d'eau sur notre toiture, par exemple, est-ce qu'on a des réparations qui ont été faites? Est-ce qu'on a des factures qui ont été émises? Est-ce qu'on a des garanties qui ont été émises? Est-ce qu'on a un devis à savoir c'est quoi la technique qu'ils ont utilisée, les matériaux qu'ils ont utilisés, ainsi de suite? À savoir si le problème qui était auparavant est maintenant réglé adéquatement. Okay. Ou est-ce qu'on se retrouve avec le même problème qui n'a pas été corrigé, soit pas du tout, ou soit exact. Donc, bien lire la déclaration du vendeur. Je pense que c'est dernière page ou avant-dernière page, une question, c'est est-ce que l'immeuble a déjà été inspecté? Si la réponse est oui, prendre le temps de demander au courtier inscripteur de est-ce que tu as le rapport pour que je puisse le donner à mon inspecteur pour qu'il puisse faire certaines vérifications. La DV, là, c'est important que ce soit bien rempli. Puis nous autres, chez Inspection FM, on vérifie les DV avant d'aller sur place. On s'assure là, de voir justement toutes les questions qui auraient pu être cochées ou tout ce qui est déclaré. C'est un peu le pedigree, ça, du bâtiment au meilleur de la connaissance du vendeur. Puis ça nous guide à justement savoir, OK, chauffe-eau, des fois, il dit c'est changé en 2020, puis t'arrives, c'est un chauffe-eau 2018. C'est pas dramatique. Mais ce qu'il veut dire, c'est que lui, il l'a changé en 2020. Lui, il l'a installé en 2020, mais l'année de fabrication, c'est 2018. T'sais. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des petites... Fait que tu te bases là-dessus, mais tu fais tes propres vérifications, tu restes alerte, peu importe ce qui est écrit sur la DV. Bien sûr. Mais c'est tellement important, là, on peut même regarder les anciennes DV de l'ancienne fiche descriptive. Là. Si, mettons, la maison a été achetée en 2018, on peut regarder la DV de ce listing-là, puis comparer avec celle-là de 2023. Là, des fois, c'est une des choses que je recommande de tout le temps de regarder, entre autres la raison de la vente. Quand on visite des fois l'odeur, quand on rentre, des fois ça sent peut-être l'humidité dans le sol, la moisissure. Fait que c'est une des choses qui est super importante à regarder jusqu'à l'ancienne DV. Là. Mais moi, en tant qu'inspecteur, j'ai rarement accès aux anciennes DV. C'est les courtiers qui ont accès à ça. C'est le job à courtier de t'envoyer ça. Ouais. Mais c'est rare. Habituellement, j'ai la DV la plus récente. Puis c'est celle que je vérifie. Puis je pense que ces DV, ça n'a pas toujours été... Non, mais ça change. Là, dernièrement, ça a changé. Puis, si on regarde ceux-là, le 10 ans, là, il y avait peut-être la moitié des questions. C'est ça, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de DV, je pense. Hein? Je sais pas à quel moment ils ont rentré, mais je sais que des fois, je regarde des anciennes inscriptions de 2010, puis la DV, comme il y a la moitié des questions, je suis comme, Colin, il manque donc d'informations. Ouais, souvent, ça arrive, ça. Moi aussi, je trouve que des fois, les déclarations du vendeur sont pas très bien remplies. Je sais pas si les gens sont peut-être mal habitués à ce questionnaire. Moi, plutôt, on est habitué à lire ce questionnaire-là, puis on connaît les questions pas mal par cœur, mais quelqu'un qui n'a jamais vendu sa maison, là, il y a ça. Là, des fois aussi, ça fait longtemps qu'ils sont propriétaires. Fait que là, ils se souviennent pas exactement là, de... Les dates d'installation. Ils savent pas, mettons, le chauffe-eau, c'est un quelle année. Les gens, des fois, ils savent pas que l'année est écrite. Puis c'est pas tous les chauffe-eau aussi, là, mais que l'année est écrite sur le chauffe-eau. Il y a certaines marques de chauffe-eau, là, que c'est un code avec le numéro de série. Fait que c'est pas écrit clairement 2018, février 3, tu sais. Mais je trouve que c'est une vérification à faire avant de mettre en ligne, là, parce que sinon, on se fait demander des papiers et tout ça, puis si on les a pas, là, c'est plus compliqué. Mais souvent, les dates d'installation thermopompe, les gens ont installé ça il y a 20 ans, là, ils s'en rappellent plus de la date exacte. Ils n'ont plus de papier pour ça. La facture, mais justement, on parle d'anciens documents. Si tu regardes un ancien rapport, tu tombes sur un inspecteur qui a fait un rapport à 200 pages. Tu penses quoi de ça? C'est 200 pages, c'est beaucoup. À moins qu'il y ait 200 pages de problématiques, mais j'ai un cas en tête, justement, qui avait un rapport qui était très volumineux. OK? Puis j'ai eu accès, après mon inspection, j'ai eu accès, tu sais, puis je me souviens d'un point qui parlait des thermostats électroniques. Il y avait certaines marques qui avaient des rappels dessus puis qui avaient un risque d'incendie. Puis dans son rapport, je me souviens plus du nom de l'inspecteur, là, mais c'est pas important dans l'histoire, c'est que dans le rapport, il y avait comme 8 photos de thermostats qui prennent en feu. Il y avait même une photo d'un camion de pompiers devant une maison en feu. OK? Fait que 8 photos dans ce rapport-là concernant des thermostats électroniques, puis tout ça pour dire, dans le bâtiment, il n'y avait aucun thermostat électronique. C'était tous des thermostats à roulettes. Fait qu'un bon 8 pages... Fait que, d'une inutilité, tu sais. Fait que tout ça pour dire,
Il y en a qui mettent du stock qui n'est pas tant nécessaire. Mais pas tant, c'est pas nécessaire, c'est pas pertinent ça. Camion de pompier. Ça fait peur aux gens inutilement. Tu peux mettre qu'il y a certaines marques qui sont discontinuées de thermostats. S'il n'y en a pas dans ton bâtiment, je vois pas pourquoi tu irais plus loin avec ça dans ton rapport. T'sais. Fait que ça... Mais toi, mettons tes rapports à toi, une maison normale, un petit soit plein pied. Habituellement, là, c'est entre 60 et 80 pages. Okay. Entre 65 et 80 pages, mettons. Ça t'a pris 2-3 heures faire l'inspection. Ouais, 2-3 heures faire l'inspection, puis habituellement, c'est le double du temps pour faire le rapport. Fait qu'un 4, 5, 6 heures des fois faire le rapport. Fait qu'un 2-3 heures d'inspection, tu t'en sors avec une 70aine de pages. Ouais, à peu près. Okay. Mais plus on met de photos, plus on met d'images, de schémas, plus ça allonge. Parce que j'ai tellement vu de rapports là, que des fois, ils arrivent avec 243 pages. Wow! Puis là, ils disent on négocie pour telle chose, puis ils me disent pas la page. Ouais, je vais pas trouve, tout taper, c'était... trouve de quoi ils parlent. 243 pages, c'est quoi que tu mets là-dedans? Ah, moi, j'ai déjà vu des rapports avec tout le texte d'abord, puis toutes les photos à la fin. Oh my God. Là, trouve quel texte va avec quelle photo. Là, tu vois juste une photo à la fin d'un petit problème que Colin, c'est un camion de pompier. Fait que tu peux manquer des problématiques qui étaient importantes dans cette façon de faire-là, mais en tout cas, nous, on n'utilise pas cette technique-là. Nous, on met chaque photo pertinente avec notre texte sur c'est quoi la problématique qu'on a observée, c'est quoi qu'on recommande comme amélioration vers quel professionnel se tourner. Là. C'est comme ça qu'on monte nos rapports. On met des petits schémas aussi explicatifs sur comment... Ouais, ça, c'est utile. Oui, ça, c'est utile. La GCR, maintenant, fait des beaux schémas faciles à comprendre sur les solins, les revêtements extérieurs, ainsi de suite. Là. Fait que c'est des trucs tellement, il y a des termes là-dedans que pas tout le monde s'y connaît. Fait que, avoir des petits dessins, des fois, comment réparer ça, qui appeler. Une image vaut 1000 mots, souvent. Et voilà. Toi, t'es un des plus sévères, je pense, c'est Inspection FM, hein? Ouais, moi, je suis assez sévère. Je suis assez pointilleux sur des détails. T'sais, moi, j'aime recommander le meilleur des scénarios. Je sais que c'est pas tout le monde qui va modifier son bâtiment puis faire toutes les recommandations que je leur recommande. Au moins de savoir. Exact. J'aime me faire ce travail-là dû au fait que je mets tout ce que j'ai vu qui pourrait être amélioré, je le mets dans mon rapport. C'est pas tout qui a la même importance, par contre. Il y a des choses qui sont lubrifiées, des cadrages de fenêtres pour que la fenêtre elle glisse bien et que ça soit efficace. Je vais le mentionner. Je vais pas mettre 8 photos. Là. Je vais le mentionner, je vais mettre une photo. Puis les gens vont savoir qu'il y a un entretien à faire sur mes fenêtres coulissantes. Faut que je nettoie les rails puis je graisse un petit peu. Comme ça va bien. Mais je pense qu'on aime mieux ça d'un inspecteur que l'inverse. Si l'inspecteur il fait ça à botch, puis il y a des trucs qui sont plus ou moins importants pour lui, il met pas. Je pense que c'est plus fair, plus safe de mettre tout ce que tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu peux pas voir certaines choses, puis même si on fait une inspection, on peut avoir une surprise plus tard? C'est sûr que ça peut arriver. Parce qu'on fait pas, pendant une inspection visuelle, on fait pas d'ouverture, nous. Ni à travers les murs, ni à travers les plafonds. On fait pas... on brise rien. On teste tout ce qui est disponible. Ça reste visuel. Ça reste visuel. On a, comme on parlait tantôt, une caméra thermique qui nous aide à voir ce qu'il pourrait y avoir derrière le mur. C'est pas une caméra qui voit à travers le mur, mais ça peut nous aider à savoir qu'est-ce qui se trouve derrière un mur. T'as du chasse-moustique aussi comme équipement. Ouais, ça, quand on fait des inspections, quand il y a de la forêt, c'est vrai, récemment, hein, il y avait bien du moustique. Non, mais en plus, moi, quand je le fais piquer, ça devient comme énorme, là. Fait que là, c'était proche direct quand l'arrière donnait sur le bois, là. C'était tellement de moustiques. Non, c'est important d'avoir du off. Tu t'envoies des fois dans le nord, t'as même de la crème solaire dans des sucres. En hiver, là, il faut des raquettes parce que des fois, là, il y a beaucoup de neige. Fait que là, ça devient difficile de faire le tour du bâtiment quand t'as de la neige jusqu'à la taille, là. Ça devient un challenge, là. Oh ouais, faut que tu sois équipé pour... Mais ça, c'est au fil du temps. Tu fais quelques erreurs de... Je suis allé une fois dans la neige puis j'étais plus capable d'avancer. Fait que là, je me suis dit, ça m'arrivera pas 2 fois, ça. Ça a pris combien de temps, justement, avant que... Tu dis, ça prend un certain temps avant que tu apprennes tes erreurs. Ça a pris combien de temps avant que tu t'es dit, là,
je suis in the game, là, je suis in the zone, j'ai tout l'équipement qu'il me faut, je fais plus d'erreurs, puis je rentre, puis je sors tout. Ben, l'équipement, on s'est quand même bien équipé. Là. Moi et mon collègue, là, il est très picky sur avoir les équipements à la fine pointe de la technologie, les meilleurs qu'il y a sur le marché. Ça a été au début. Là. Ça a été au tout début, quand on a commencé. Là, de ne pas faire d'erreur, c'est sûr qu'on reste en apprentissage toute une vie, moi, je pense. Là. Penser qu'on connaît tout puis qu'on sait tout pourrait être une grave erreur. Fait que moi, j'essaie de ne pas commettre d'erreur. Je prends mon temps pour ne pas commettre d'erreur, pardon. Puis, mais, pour répondre à ta question, pour être confortable puis à l'aise là, pendant une inspection, ça m'a pris, je dirais, un bon 2 ans. Un bon 2 ans. Okay. Parce qu'il y a ça aussi, hein? Être un bon inspecteur, connaître un bâtiment, c'est une chose. Mais pendant une inspection, comme tu le sais, là, il y a beaucoup de monde qui sont autour de toi quand tu fais une inspection. Souvent, il y a 2 acheteurs, il y a 2 vendeurs, il y a 2 courtiers. Les vendeurs qui inspectent leur maison ne sont pas tout le temps confortables à ce que quelqu'un rentre. Exact. Il faut que tu saches comment apporter des situations problématiques de façon neutre et délicate. Exactement. C'est une job, là. Ben, c'est avec la pratique, avec le temps, tu sais, ça se pratique. C'est quelque chose qui se travaille, puis ça, j'en fais un point important de ne pas brusquer les gens. Là, nous, on arrive dans leur environnement, ils ont vécu là pendant des années. C'est très sentimental de vendre une maison que tu as habitée, que tu as fait grandir tes enfants. Fait qu'il faut que tu fasses attention à qu'un inconnu rentre chez vous déjà, puis là, qu'ils se mettent à critiquer, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Fait qu'il faut que tu fasses attention à comment tu apportes des situations qui peuvent être problématiques. Moi, je suis tout le temps aussi dans il y a une solution à ça, tu sais, puis je fais attention aussi, là, quand c'est des gens que je vois qui sont très nerveux ou hier, c'était un couple de personnes âgées qui vendaient leur maison, qui s'en allaient à la résidence. Je faisais attention, là, de pas les brusquer, de pas les stresser, de pas... Fait que des fois, je prenais ma cliente un petit peu à part, sans que personne s'en rende compte un peu. Tu étais acheteur, là? Mes clients étaient acheteurs, puis c'était le couple de personnes âgées étaient les vendeurs. Okay. Fait que je voulais pas les brusquer. Le monsieur avait fait très attention à sa maison, il avait fait beaucoup de travaux au fil des ans, tu sais, fait que c'est touché, le rentrer et dire ça. Oui. Puis nous, quand on vient, là aussi, on fait attention de pas... Tu sais, je m'introduis toujours au propriétaire quand on arrive, je me présente. C'est bien, là. Vraiment... Je leur explique un peu comment l'inspection va se dérouler, comment moi je procède. Et je mets des souliers d'intérieur quand je rentre en dedans, je rentre pas avec mes bottes de dehors. Je ramasse, après avoir été dans le grenier, je ramasse la poussière qui est tombée. C'est très respectueux parce que je trouve que c'est autant une job de... Tu dois donner un service. Là. Fait que si... C'est pas juste rentrer puis trouver les problèmes. Là. Je pense qu'il y a un petit côté service là-dedans. Ouais, pas un gros côté service. Il y a un gros côté, faut que tu fasses un speech devant 6... Puis des fois, là, t'as le beau-frère qui est venu, qui est dans la construction, t'as le beau-père qui est venu, qui connaît ça. Puis, fait qu'il y a beaucoup... Tu t'adaptes à ton public. C'est sûr. Faut que tu t'adaptes au public, puis faut que tu arrives à rien minimiser, rien non plus augmenter en... pour pas faire peur inutilement, faut t'arriver à expliquer les choses calmement, puis avec respect, puis connaître ton sujet un peu aussi. Là. Puis toi, en plus, je pense que ce que t'aimes le plus, c'est quand le courtier te demande à la fin, peux-tu me faire un petit résumé? Peux-tu me faire un petit résumé de l'inspection devant tout le monde? Là? Yeah, ça, moi, je suis pas un fan de ça. Ça, je t'en ai parlé en privé, là, mais c'est vrai que je suis pas un fan de ça pantoute, parce que souvent, ça a tendance à faire un petit malaise à la fin. Ouais. OK? Surtout devant... C'est des points majeurs. C'est ça. Puis ça, c'est une phrase qu'on me dit souvent. Y a-tu des points majeurs? Devant les vendeurs. Fait que... Puis moi, j'aime pas utiliser le mot majeur parce que des fois, ça peut être mal interprété. Des fois, là, le mot majeur veut pas dire pour moi coûteux. Majeur, là, il n'y a pas de détecteur de fumée dans la maison. Là. Pour moi, ça, c'est majeur. Parce que ça... un risque d'incendie. Exact. S'il y a un incendie pendant la nuit qui se déclare, il n'y a pas d'avertisseur de fumée, il y a un risque de mort pour mes... Fait que ça, là, c'est majeur. Ouais. Mais au Costco, tu peux en acheter des kits pour 60$ un duo. Là. Fait que pour moi, ça, c'est majeur. Fait que c'est sûr que c'est ce que j'explique. Moi, quand le courtier me demande « Y a-t-il quoi de majeur? » Je donne souvent cet exemple-là. Mais... Fait que les fameux... résumé à la fin de l'inspection, on attend que... Mais moi, je préfère faire le résumé avec mes clients puis le courtier, toute seule.
Si le courtier inscripteur me demande de faire un résumé devant les vendeurs puis qu'il insiste, je vais le faire devant. Parce que j'ai rien à cacher, ouais, puis j'invente rien. Aujourd'hui, on a trouvé ça. Ça, c'est les points les plus importants à prioriser. Moi, j'aime utiliser le mot à prioriser. C'est les points à prioriser. Puis là, après, à partir de là, qui va faire quoi, combien ça coûte, puis quand ça va être fait. Là, ça, c'est hors de mon... Là, ça devient sur tes manches à toi. Puis là, c'est toi qu'il faut qu'il deal avec qui fait quoi quand, puis combien ça coûte. Ça t'est déjà arrivé que les gens, mettons, tu fais un résumé à la fin d'une inspection, puis les gens ils disent qu'ils sont pas d'accord ou qu'ils se mettent à s'ostiner avec toi sur certains points que t'as sortis? Ouais, ça c'est déjà arrivé. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Puis j'ai en tête, c'est un contracteur qui m'a déjà ostiné. Parce que Lui était vendeur? En fait, c'est une maison neuve que je faisais. Puis c'était le contracteur général. Puis là, je l'informais qu'il manquait des bardeaux sur sa toiture. Puis là, il me disait non, ça a été réparé. J'ai dit peut-être que ça a été réparé, mais il manque encore des bardeaux. Là, il me dit non, c'est réparé, je te dis. Là, j'ai essayé. Là, je voyais. Là, je vous demande pas si je vous informe que il vous manque des bardeaux. Je peux vous les montrer. Je les ai pris en photo. Écoute, il s'est mis à crier, à pitcher son casque dans la maison. Ah ouais, voyons donc. Il a pété un plomb. Carrément. Fait que là, je sais pas s'il pétait un plomb après moi ou il pétait un plomb à cause de ses couvreurs qui ont dit que je suis venu puis je suis pas venu, ou tu sais, je suis pas allé plus loin dans le... Mais lui, il faisait ça pour le vendre ou t'avais des clients acheteurs? Non, c'était une inspection de pré-vente. Non. J'avais des clients acheteurs. Puis lui, il vendait puis il était présent sur place OK. pour remplir la petite fiche là, de GCR. Il t'a jamais dit, tu l'as jamais reparlé après pour... Non, mais j'y ai dit, si tu veux continuer à crier puis pitcher tes casses, moi, je vais m'en aller, là. Je suis pas là pour... me battre. Mais non, c'est ça. Moi, je suis dans le... Moi, j'aime ce que je fais, là. On est là. Moi, je suis en train d'essayer de te rendre un service, de te montrer les points qui devraient être modifiés ou corrigés avant que mon acheteur l'achète, puis qu'après ça, parce que lui, là, il y a une garantie qui vient avec sa maison. Fait que si tu répares pas tout de suite, l'acheteur va t'appeler pour que tu viennes le réparer plus tard. Ouais. C'est le temps là, de faire les petits travaux pendant que c'est vide puis que tu es encore le propriétaire en tant que contracteur. Fait que j'essaie de te donner un coup de main, de t'informer que demain, il va pleuvoir, il te manque des bardeaux. Tu pourrais appeler ton couvreur pour qu'il vienne poser les bardeaux manquants. Les acheteurs arrivent. Ben, ça s'est bien fini, là. Il s'est excusé. Excuse-moi, j'ai perdu... J'ai dit, OK, c'est pas de problème. Fait que j'ai poursuivi mon inspection avec mon client. J'espère qu'il n'y avait pas d'autre chose. Non, mais on a checké le plancher. Quand il a pitché son casque, il l'a pitché sur le plancher de bois franc. Là, ça avait graffiné. Mon client, il checkait le plancher comme faut pour être sûr que ça avait pas fait une marque. Ça avait fait une marque en plus. En tout cas, fait que ça, c'est une des histoires. Mais habituellement, ça se passe bien. Même quand il y a un résumé, il n'y a pas... moi, je suis pas un gars qui veut se chicaner. Je suis là. Mais, je pense que ça fait partie de la façon que tu amènes ça aussi. Tu l'amènes d'une façon tellement délicate. J'essaie, ouais. Tu es drôle, tu parles bien, tu vulgarises bien. Les gens... J'ai jamais vu des gens fâchés contre toi. Ben, c'est pas l'idée. Puis quand des fois les gens sont fâchés, j'essaie de dédramatiser l'affaire puis de tempérer l'affaire, puis souvent là ça se passe 99% du temps ça se passe super bien, même quand les gens sont nerveux au début, on finit par prendre nos aises tous ensemble, puis des fois aussi c'est le courtier, il est bon aussi, il va dédramatiser certains points aussi là. Oui, le courtier aussi, comme j'ai l'exemple d'hier avec le couple de personnes âgées, le courtier inscripteur, des fois il prenait son client pour l'emmener, parce qu'il y avait beaucoup de jasettes, le monsieur, tu sais, il voulait nous jaser, puis moi, je vais l'écouter, là, jaser, je vais pas le couper, puis là, le courtier, des fois, il l'emmenait au salon, fait qu'on pouvait poursuivre notre inspection. Fait que c'est sûr que les courtiers aussi, ils nous aident beaucoup pendant les inspections, puis justement, est-ce que tout se passe bien, à expliquer, à vérifier aussi des affaires un peu plus loin, là, des fois, quand on a des situations qu'on se retrouve devant un truc qui sort un peu de l'ordinaire, là. Ouais, mais surtout, tout t'explique bien. Les inspections que j'ai faites avec toi t'expliquent tout le temps bien, mais des fois, je suis courtier-vendeur, l'acheteur arrive avec son propre inspecteur que je connais pas. Des fois, ils vont peut-être dire quelque chose que, ça va faire inquiéter les acheteurs, mais on peut trouver une solution à tout, comme tu dis au début, il y a une solution à tout problème. Exact. Fait que c'est important d'en parler à l'inspection, là, parce que lire un rapport à froid,
c'est inquiétant. Ouais, ça peut être plus inquiétant quand t'as pas eu le briefing de l'inspecteur sur c'est quoi les priorités justement à envisager ou c'est quoi les solutions qui s'offrent à nous. C'est sûr que lire un rapport sans avoir été à l'inspection, ça peut être un peu plus... rough. Ouais, challengeant, mettons. Mais dans le fond, c'est parce que vous dites... Sur le rapport, vous dites des choses pour vous backer. Pourquoi que c'est plus intense lire un rapport sans être à l'inspection? Ben, souvent, en fait, c'est que sur le rapport, c'est tous les rapports, quand on a des photos, c'est tous les points négatifs les uns après les autres. Quand il y a un point positif du genre les planchers sont en bon état, souvent on met pas de photos ou peu de photos. Une ligne. Exact, une ligne ou deux. Puis souvent, tu as tendance à passer. Les points positifs passent vite. Puis là, c'est que les négatifs qui sortent. Il y a un 70 pages de juste des problèmes. T'arrives à la fin, t'es comme Colin, cette maison-là, elle va me coûter cher. Ouais, exact. Mais souvent, moi, ce que je dis à mes clients qui peuvent pas être présents à l'inspection, c'est une fois que vous avez lu le rapport d'inspection, lâchez-moi un coup de fil, puis on va parler je vais vous refaire un petit briefing de c'est quoi les priorités qu'il faut envisager, c'est quoi les choses très, très urgentes, est-ce qu'il y en a des choses très, très urgentes? Fait que j'offre souvent ce service-là. C'est bon à savoir. Ils peuvent pas être là. Même après l'inspection, on peut t'appeler. Bien c'est sûr. quoi ce point-là? Le vendeur et l'acheteur veulent me négocier. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que tu offres un service même après-vente, après l'inspection. Bien sûr. Je m'immiscie jamais dans les négociations, là, puis de combien ça, puis combien ci, puis... Moi, je suis jamais au courant du prix entendu de l'acheteur avec le vendeur. Puis ça n'a pas d'importance sur mon travail. Que la maison soit... Ben, je dis ça. Les maisons très peu dispendieuses, souvent sont en très mauvais état, puis peuvent avoir un... Mais tu sais, une maison chère veut pas dire une inspection qui va être plus chère. Tu sais, une maison, la même maison, t'as mis à Montréal, t'as mis à Saint-Sauveur, t'as mis à Saint-Jérôme, t'as mis à Saint-Lin. La même maison vaut différents prix, dépendamment du secteur. Là, tu sais, fait que le prix, c'est pas important pour moi. Là. Y a-t-il déjà des gens qui t'ont dit je vais offrir plus, puis on va baisser l'inspection, puis qui te mandatent pour ce genre de service-là? Moi, non. Toi, tu as peut-être déjà entendu cette technique-là, mais moi, quand les gens m'appellent, souvent, l'entente sur le prix est déjà faite. T'sais. On m'a déjà dit, mets-en plus. Puis moi, je réponds, je ne vais pas rien inventer pour faire plaisir à personne. Moi, je dois sortir l'état du bâtiment en ce moment. Je ne commencerai pas à inventer des problématiques qui sont pas là, ou mettre plus d'emphase sur des trucs qui se règlent ou qui sont pas dangereuses facilement, puis faire comme si c'était une catastrophe. Là. Ça fais bien, parce que des fois, tu es en offre multiple, les gens ils se disent, bon, ben, il y a 6 ça, je vais offrir... Ça fait partie de la technique de mettre plus haut, puis essayer de redescendre après. Ouais, mais moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai déjà entendu des histoires que les gens faisaient ça. Je recommande jamais ça, là, parce que on peut pas se retirer pour n'importe quoi non plus. Non, il y a ça aussi. Faut que tu aies une raison valable de négocier le prix. S'il manque une prise électrique dans la cuisine, tu peux pas dire ben, je veux descendre de 20 000. Fait que c'est quand même ça se justifie mal. C'est sûr, ça se justifie mal. Là. Mais non, moi, on m'a pas. Mais c'est toi qui dois voir plus de techniques, de plan de match un peu. Ouais, j'ai souvent entendu celle-là. J'ai jamais eu de client qui m'a demandé mets plus, puis on va descendre à l'inspection. Mais en fait, je me l'ai déjà fait demander, mais je coach les gens à pas faire ça là, parce que ça peut être un couteau à double tranchant qui marche pas là. Exact, ça peut pas marcher là. Puis ça va, tu sais. Mais je pense que ça risque de ne pas marcher, moi. Les chances que ça marche là. Puis c'est vraiment pas fair là, parce que comment ça fonctionne, c'est que si tu fais une offre conditionnelle à l'inspection, puis qu'à l'inspection tu te retires, ou tu offres 20 000 de plus, puis tu dis à l'inspection je vais baisser de 20 000, puis que là le vendeur il dit non parce que ça n'a pas d'allure ce que tu demandes. Puis tu te retires, lui est obligé de dire, le courtier est obligé de dire à tout le monde que l'offre a tombé à cause de l'inspection. Voici le rapport d'inspection, il n'y avait rien de majeur. Ça peut nuire à sa vente, là. Fait que je trouve que c'est vraiment pas correct. Ça fait perdre du temps à tout le monde, là, inutile. Là. Les offres multiples, penses-tu que ça devrait être... Ça, c'est la question que j'allais te poser. En tant que courtier, qu'est-ce que tu penses de ça, des offres, toi, qui seraient visibles comme un encan, là, que tout le monde est au courant du montant des autres offres qui sont sur la même propriété? C'est quand même touché, mais je pense que je serais ouvert à voir parce que
c'est arrivé souvent. C'est touché parce que moi, je travaille autant avec les vendeurs qu'acheteurs. Des fois, ça fait faire plus d'argent aux vendeurs. Puis des fois, les acheteurs, ils perdent de l'argent. Là, mais je ne veux pas dire perdre de l'argent parce qu'ils achètent le prix que ça vaut, l'offre et la demande et tout. Mais je pense que ça serait un bon point à essayer. Surtout avec ce qui s'est passé récemment. Je pense que ça peut être un point. Façon d'essayer d'éviter ces fausses... malgré que même en encan, ça s'est déjà vu, là, des fausses offres, même à montant découvert, si on peut dire. Là. Ouais. Mais il y a des experts qui disent... Excuse-moi, vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on aurait un moins grand décalage entre des fois, tu reçois 4 offres, il y en a... Mettons, une à 500, une à 510, l'autre à 515, 20, puis l'autre à 600. Ça m'est arrivé souvent. Tu sais, il y a un méga gap entre puis est-ce que cette personne-là... la meilleure puis la deuxième meilleure, mettons. C'est ça, mais c'est arrivé souvent, celle-là, là, parce que, tu sais, est-ce que est-ce que si il y avait eu le prix de la deuxième offre, il n'aurait pas offert autant, là? Fait que c'est quand même... Mais il y a des experts qui disent en même temps qu'en faisant ça, ça va pas vraiment... baisser le prix des maisons là, parce que je sais pas non, je pense pas non plus. Je pense pas que le prix va parce que les gens vont payer ce qu'ils pensent que ça vaut, je pense. Mais ça éviterait le décalage d'un 70 000 de plus pour... Ouais. Mais encore là, ça se peut aussi que ça a été monté comme ça. Ouais, ça ait l'effet escalier là. Ça se rende là quand même, parce que l'autre en dessous, peut-être qu'il y aurait 5 000, puis ça serait fini à... C'est possible. Fait que c'est des spéculations, puis personne n'a de boule de cristal. Mais je pense que moi, je serais ouvert à voir à ce que ça soit divulgué, puis que ça soit accessible, puis que... Puis on sait-tu pourquoi c'est cette technique-là qui est utilisée? Je sais pas, parce que je pense qu'avant, il n'y avait pas autant de méga grosses surenchères, là, puis il n'y avait pas comme 15 offres en même temps. Puis ça a tout le temps été confidentiel, une offre. Il y a des renseignements confidentiels là-dessus, mais je pense que c'est depuis quelques années là, que ça commence à coûter 20 offres. Des fois, j'ai des collègues qui ont eu 72 offres sur une maison. Wow. Fait que comment tu fais pour démêler 72 offres qui rentrent en même temps? Ah, mais là, laquelle est la meilleure? Tu travailles fort. Ouais, hein? Mais tu sais, eux, j'imagine qu'il y avait des adjointes. Là, c'est pas moi qui ai eu. Le plus que j'ai eu, c'était peut-être 23, là. 22. Quand même. Mais tu sais, c'est de la job de... Tu classes tout, puis tu fais des résumés sur chaque offre, puis des petits post-it sur chaque offre. T'as-tu le profil des acheteurs, à savoir, eux, ils sont prêts à prouver, eux, non? Ouais. Eux ont une maison à vendre. Ouais. Ben, la plupart du temps, tu sais, on rend la préautorisation accessible en même temps de déposer une offre. Fait que tu sais à peu près son financement, il est solide. Il est solide, mais encore là, on peut pas savoir s'il s'est acheté une Porsche en même temps. Mais tu sais, il y a le document qui dit s'il y a une maison à vendre en même temps. Il y a une lettre de présentation dans peut-être 50% du temps qui va décrire le profil des acheteurs. Fait que, sur chaque offre, ça vient avec des annexes, ça vient avec d'autres documents. Fait qu'on peut bien présenter aux vendeurs. La plupart du temps aussi, en fait, moi, je présente mes offres aux vendeurs directement. Fait que là, je peux m'assurer justement de répondre à toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a une maison à vendre? C'est qui mes acheteurs? Blablabla. Mais la plupart du temps, ça vient avec des documents. Les courtiers présentent ça comme ça. Puis, est-ce que ça a switché? Non, mais ce que j'allais dire, c'est est-ce que le fait d'avoir comme condition une inspection puis de ne pas avoir d'inspection fait une grande différence dans le poids de la balance pour un vendeur? Honnêtement, oui. Parce que, tu sais, à 2 offres pareilles, lui qui a moins de conditions, c'est sûr que ça va être plus avantageux pour le vendeur. Encore là, moi, je recommande tout le temps, même à mes vendeurs, de prendre l'offre avec inspection parce que tu veux qu'ils découvrent C'est exactement mon point. Ça protège aussi le vendeur, l'inspection. Dû au fait que tout ce qui va avoir été sorti pendant l'inspection, là, l'acheteur ne pourra jamais dire « je savais pas ». J'étais pas au courant de ça. C'est ça, ça back le vendeur aussi. Ça back le vendeur dû au fait qu'il se fera pas appeler dans 6 mois pour dire « hey, il y a une fissure de fondation qui coule en dedans ». Ouais, mais c'était écrit sur ton rapport d'inspection. Fait que c'est ça que j'ai toujours trouvé un petit peu étrange dû au fait qu'on entendait des histoires de... Il y a des offres qui passent sans inspection, qui passent en avant des autres comme si c'était un avantage quelconque. Mais j'ai déjà eu des vendeurs qui m'ont dit... Tu sais, j'ai reçu quelques offres, il y en avait une sans inspection, puis ils m'ont clairement dit
je veux jamais accepter l'offre sans condition. Justement pour ça. Sans inspection. Fait qu'ils m'ont carrément dit, je veux pas d'offre sans inspection, même si l'offre est plus haute, parce que je veux pas qu'il y ait des problèmes plus tard. C'est ça. Mais ça, c'est des gens qui comprennent peut-être un peu mieux le scénario. Là, ça me fait penser au... Là, je divague d'un autre sujet. Là, les taxes municipales, les valeurs marchandes puis la valeur municipale. Là, les gens, des fois, ils confondent. J'ai déjà entendu des histoires de... la dame, elle a appelé la ville pour dire ma maison, elle vaut plus que ce qui est écrit. Qui ont dit parfait, madame. C'est le nouveau bill de taxe. On va vous arranger ça. Parce que la dame, elle voulait vendre prochainement, puis elle pensait que la valeur municipale allait refléter la valeur marchande. Fait que des fois, là, ça. Non. Vous allez payer plus de taxes. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas d'avantage à ça à part. Non, mais c'est encore parce que je pense qu'avant la pandémie, les gens regardaient beaucoup l'évaluation municipale. En ce moment, c'est tellement en retard. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de suivre le gros boom de une maison qui ont fait 50%, il y en a qui ont doublé. Puis l'évaluation municipale est faite avant. Là. Elle est faite pour les 3 prochaines années, mettons. Fait que c'est difficile de prévoir le gros boom de COVID. Il y a personne qui avait prévu ça. Non. Mais c'est rare qu'on regarde ça maintenant. Même quand je fais une évaluation pour une maison, peut-être une variable qu'on peut regarder en plus pour voir le ratio. OK, elle s'est vendue à 160% de l'évaluation municipale. Puis ils se sont toutes vendus à 160-170% de l'évaluation municipale dans le secteur. Ça peut nous donner un bon point, mais encore là, je recommande... C'est rare que j'utilise ça pour faire mon... Les évaluations municipales, c'est... Je veux pas dire que c'est rare qu'ils rentrent chez les gens, mais tu sais... En plus. Est-ce qu'ils évaluent les matériaux, le plancher, c'est-tu du flottant, c'est-tu du... Exact. Puis souvent, ils ont... Les clients, les vendeurs ont rénové. Puis depuis ce temps-là, l'évaluateur de la ville, il n'est jamais repassé. Il manque 200 000 sur sa maison. Puis là, comme tu dis, ils vont appeler la ville pour dire j'ai rénové, venez voir. As-tu des pires inspections? Des histoires de pires inspections? Sans dire les pires inspections... Une histoire, une anecdote. J'ai plusieurs anecdotes qui se sont passées dans le passé. Puis hier, justement, ça m'a rappelé une des anecdotes que... Je suis déjà, moi, allé dans un entre-toit. Mettons, on parlait d'entre-toit tantôt que les gens, ils vont pas souvent. Puis je suis déjà allé dans un entre-toit. Puis le monsieur, avant que j'aille dans l'entre-toit, il venait de me dire qu'il avait fait réisoler son entre-toit au complet. Puis il y avait R51. Puis qu'il y avait de la cellulose. Puis que là, ça allait coûter moins cher. Puis je suis allé dans l'entre-toit. Puis il n'y avait pas d'isolant. Et ça veut dire que les travailleurs sont venus enlever le vieux isolant. Puis ils sont jamais revenus mettre le nouveau. Puis lui, il savait pas ou il savait pas? C'est tellement Non. C'était un monsieur, il avait comme 80 ans. Il me montrait sa facture. Ah ouais? Oh ouais, tu sais, il avait... Non. Fait que lui, il s'est fait carrément... Ah non, il s'est fait avoir, là. Puis quand je suis descendu de l'entre-toit, là, j'avais des mauvaises nouvelles pour lui, là, tu sais. Avec sa facture de 15 000 $ d'isolant, là. Puis là, il s'est passé quoi avec... Tu lui as conseillé de... Là, j'ai conseillé que vous avez une facture. Fait que... à rappeler la compagnie pour... tu sais, c'est peut-être un oubli. J'essaie de... J'ose croire espérer que c'est un simple oubli puis que la compagnie n'a pas essayé de frauder le pauvre monsieur, là. J'ai l'impression que... Ben, tiens, on sait jamais, là. Que la race humaine, ça se peut que ça soit des malfaiteurs, mais j'ai plus envie de penser que c'est un oubli puis que ils sont venus, mais j'ai pas eu la suite de l'histoire. Mais tu sais, dans les entre-toits, là, il y a souvent des surprises. J'ai une autre histoire, là, ça. Vas-y, on les enchaîne. Ça, c'était une bonne parce que... c'est une bonne. Ça a créé un méga fret pendant l'inspection. Okay. Puis c'était pas de ma faute. Puis en plus de ça, j'étais rendu à l'entre-toit, puis c'est rare que les gens, ils me suivent jusqu'à là. Habituellement, rendu à l'entre-toit, c'est la dernière chose que je fais. Les gens ont tendance à checker où ils vont mettre leur télé puis leur divan pis ça. Mais là, tout le monde était avec moi. Les 2 acheteurs étaient avec moi. Les 2 courtiers étaient avec moi dans la pièce. Il y avait le propriétaire qui était là. Fait qu'on était tous... Une bonne gang. Puis là, je mets mon échelle avant d'entrer dans l'entre-toit. Je déplace la trappe, puis en déplaçant la trappe, je la bouge un peu. Puis il y a un sac qui tombe, pow, à terre devant tout le monde, rempli de drogue. Non.
Non. Il est rempli de drogue, là, pas juste la drogue, là, la pesée, puis les petites... le kit là, du parfait trafiquant, là, genre. Ben voyons. Écoute, le propriétaire, quand il a vu ça, puis c'est ça, j'ai oublié de te dire dans l'histoire, on était dans la chambre d'un de ses fils. Ah! La trappe d'accès était dans la chambre d'un de ses fils. Fait que c'était pas sa chambre à lui. Fait que lui, quand il a vu ça, là, il est tombé des nues, là. Il s'est dit, mon fils, c'était un trafiquant, en tout cas. Ok, lui, c'était pas son sac, c'était pas son sac, c'était... Où il l'a mis là? Non, fait que c'était vraiment le sac. Comment je l'ai entendu crier au téléphone, parce que c'est ça, le fils était pas présent sur place, puis il l'a appelé. Puis comment j'entendais crier au téléphone, c'était pas une mise en scène. Là. Il était pas content, le monsieur, là, tu sais. Ben voyons donc. Tu t'appelles la police et c'est quoi que t'as fait? Ben non, moi j'ai pas appelé la police. Moi, je suis allé inspecter mon entretoit. Je suis revenu. Gars, ça c'est exclu. Mais dans les entretoits, là, j'ai vu des affaires. J'ai déjà vu une boîte avec des cassettes. Cassettes vidéo, des vieux caméscopes là, dans le temps, là, il y a 20 ans, là, il n'y en avait pas sur nos téléphones. Fait que j'ai déjà vu une boîte remplie de cassettes dans le grenier, cachée dans un coin. Ça non plus, je n'ai pas fait un cas, je l'ai laissé là. Fait que les gens, ils mettent ça comme c'est une cachette. C'est une cachette qui peut être intéressante. Là. Parlant de cachette, j'en ai un autre. Ouais. C'était sur un duplex à Montréal, dans un sous-sol. Puis c'était un duplex là, très, très rectangulaire, mettons, là, si on peut dire, le bâtiment. Fait qu'au rez-de-chaussée, tu vois les pièces, tu vois le parfait rectangle. Puis au sous-sol, le sous-sol est fait en L. Puis là, moi, je remarque, il manque un bout. Tu sais, il y a la cage d'escalier. Il manque une pièce. Ouais, il manque une pièce. Puis là, c'était des locataires en plus. Puis là, je demande au locataire... Et où l'autre pièce? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce mur-là? Là, il me dit non. Il dit, tu peux pas aller en arrière de ce mur-là. Là, je dis, ouais, mais là, mon client m'a engagé pour inspecter. Il faut que j'inspecte le mur de fondation à cet endroit-là. Il m'a dit, OK, tu peux y aller, mais t'as pas le droit de prendre de photos. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, il a tassé les boîtes. Il y avait une fausse porte. Il a ouvert la porte. Puis il y avait une salle remplie de plantes de cannabis là, qui était en train de faire pousser. Oh my God. Avec des blowers, puis des lumières, puis un papier blanc là, partout, le mur, plancher, plafond. Puis on voyait aucune lumière là, de l'extérieur. Fait qu'il voulait pas que tu prennes des photos de ça, mais c'est tellement un point que tu passeras pas à côté de ça dans un rapport, le plan de cannabis. Ça va fucker pas mal. Il a fallu que je dise qu'il y avait plantation de cannabis au moment de l'inspection. Puis c'était pas dans le temps que c'était légal, le cannabis. Ah ouais, fait que à chaque inspection, il doit y avoir comme un petit momentum de « je vais-tu trouver quelque chose aujourd'hui? » Ah ouais, c'est... Tu demandes dans l'entre-toi, y a-tu un corps, quelque chose? C'est nouveau. Ça, j'espère pas tomber là-dessus, là. Mais... Je le souhaite pas. Non, je suis déjà tombé, moi, sur un jeune homme. On m'a dit « Ah, il y a personne dans la maison. » Puis je suis descendu en bas pour faire le sous-sol. Il y avait un gars devant son ordi qui était occupé, là, tu sais. Avec ça, là, occupé. OK. Quand je suis remonté en haut. Wow, j'espère que t'as pas pris de photo, mettre ça dans ton rapport. Non, j'ai tout de suite, je suis remonté en haut. Mais fait que là, à cette heure, quand je rentre dans des maisons, puis on me dit « Ah non, tu peux aller en bas. Ouais, je vais vous demander d'y aller avant moi, s'il vous plaît. » On va cogner avant de rentrer dans les portes. Je demande toujours, y a-tu d'autres gens présents dans le bâtiment en ce moment? Est-ce que vous avez des animaux, des chiens, tu sais, des fois, là, j'ouvre des garde-robes, le chat, il sort paniqué ben raide, là. Ça t'évite des mauvaises surprises. Puis tu sais, c'est ça, je veux être sûr que tout le monde est au courant que je suis rendu à l'intérieur du bâtiment, que je cogne, là. Quand il y a des portes fermées, je cogne, mais... Fait que... c'est ça, je veux éviter les mauvaises surprises, et pour moi, et pour... et pour tout le monde, là. Ouais. Imagine si ça avait été quelqu'un... La personne qui était quand t'es descendu au sol, puis qui était pas mal occupé. Écoute, on t'arrête de défoncer le temps. Ouais? Je pense qu'on a commencé à quelle heure? À midi, 11h et 20, je pense. Écoute, on est rendu midi et demi. Ça a passé vite. Ça passe parce qu'on a fait tous nos points qu'on... Écoute, on va terminer avec une question. Je pense qu'en fait, on a pas mal tout répondu. Il manque peut-être juste les erreurs les plus fréquentes dans les autres inspections. T'en penses quoi de ça? C'est sûr que oublier une fissure de fondation, oublier bardeau manquant ou de la laine dans l'entretoit qui est mouillé, ou de la cellulose. La cellulose, là, c'est un type d'isolant qui est dans l'entretoit qui est mouillé. Manquer qu'il y avait de la vermiculite dans l'entretoit en dessous de l'isolant qui a été ajouté. Ça, c'est des manquements
j'ai l'impression, par paresse des fois. Que certains inspecteurs vont pas se pencher en dessous du balcon, vont pas creuser en dessous de l'isolant. Fait que ça, c'est des erreurs qui devraient pas être faites facilement, tu sais, à moins qu'il ait fait l'inspection pendant l'hiver puis que le dessous du balcon, ça c'est une autre histoire là, mais des fissures le gars a fait une inspection 1 mois avant en plein été, moi je fais une inspection, dans son rapport il n'y a aucune fissure de fondation, moi j'en trouve 4, ça devrait pas là. Ça devrait pas arriver. C'est important de choisir un bon inspecteur. Là. Je pense que c'est très important de choisir un bon inspecteur. C'est important, souvent, les courtiers sont en contact avec des bons inspecteurs. Ils sont, tu sais, le commun des mortels n'a peut-être pas un inspecteur dans leur entourage, mais c'est important d'avoir un courtier avec qui on travaille qui va nous référer habituellement à 2-3 inspecteurs. Ensuite de ça, on les appelle, on va checker leur site internet, on leur demande leur témoignages background. Témoignages sur Google. Les avis, des fois, ça peut... Oh oui, nous, on a des bons avis sur Google. On a un site web très performant. On a tous les gars de l'équipe qui sont là, toutes les coordonnées. On répond à beaucoup de questions sur notre site. Puis on est ouvert là, à ce que les gens nous appellent, nous posent des questions sur notre association, notre assurance, notre background, les années d'expérience, les équipements qu'on a, tout ça, là. Good. Ça ressemble à ça. Cool. Sur ça, ça a bien été. Ça a passé vite. Ça a passé super vite, hein? Tu me l'avais dit, en plus, ça allait avec ce genre de contenu-là, on aurait défoncé le temps. Ouais. Mais je suis content, merci d'être venu partager ces expériences. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité, man. Je pense que... été le fun. Ouais, ça a été le fun. Surtout, c'est un sujet qui est tellement important, là, qu'il y a tellement d'informations, mais que il y a beaucoup d'informations à savoir, puis le fait que tu sois bien entouré, comme un courtier immobilier, le fait que tu sois bien encadré, ça va te sauver beaucoup de problèmes, beaucoup de sous, C'est important d'avoir un bon courtier quand tu achètes ou quand tu vends une maison, moi je pense. Ben oui, mais c'est important. Je pense, là, c'est vrai, là. Moi, quand j'achète des propriétés, j'ai un courtier avec moi quand j'achète. Autant acheteur, vendeur, les courtiers, là, je pense que c'est indispensable, moi, dans une transaction. Ça évite beaucoup d'erreurs qui peuvent être évitées. Beaucoup d'argent que tu sauves. Beaucoup d'argent que tu fais quand tu vends. La négociation, là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça puis qui comprend le fondement d'une négociation, là. Surtout, acheter avec un courtier, ça coûte rien. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas avoir de courtier quand t'achètes. Aucune. C'est bien dit, ça. C'est ce que je pense. Mais je suis d'accord parce que... Ça te coûte rien. Ça te coûte rien. C'est pas toi qui le paye. T'as un professionnel qui va te guider, t'aider, puis il te coûte rien. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'en veux 2. Ouais. Il y a des courtiers... Merci, Jeff. Ça fait plaisir. Arrête de défoncer le temps. Ça fait plaisir, man. Écoute, les coordonnées de Jean-François vont être en commentaire en bas. Inspectionfm.com, on est toutes là. Et voilà, si vous avez besoin d'acheter, vendre une maison, williampotvin.com, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. On se voit bientôt. Ciao. Merci, bye.